qui ont été prises pratiquement et qui vont entrer en application consistent par exemple en matière d'asile pratiquement à stopper, à réduire drastiquement l'asile, moyennant un certain nombre d'artifices juridiques, par exemple, considérer le demandeur d'asile, donc qui dépose son, son dossier, il le dépose en Europe, il le dépose dans un pays européen, mais juridiquement, on considère qu'il ne se situe pas en territoire européen. Par conséquent, il ne peut pas bouger, il doit rester dans des centres fermés, prisonnier, pratiquement. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Au même moment, il y a un certain nombre de mécanismes qu'ils ont prévus. Et tout ça en faisant vite. Ce qu'ils veulent, c'est essentiellement la rapidité et l'efficacité. D'une part, pour qu'ils choisissent ceux qui auraient droit à l'asile et ceux qui n'auraient pas droit, euh, qu'on s'assure de leur rapatriement dans les meilleurs délais. Voilà. C'est essentiellement, il y a ces aspects. Évidemment, ça concerne tous les pays, également le Maroc, parce que il y a toujours également des ressortissants marocains qui continuent à émigrer dans le cadre de l'immigration irrégulière, ce qu'on oublie souvent. Même dans les statistiques que l'on donne, très souvent, on a l'impression qu'il n'y a que des étrangers, et notamment des subsahariens, des Africains subsahariens. Voilà. Et donc, le Maroc est touché. Et le Maroc est également touché parce qu'il y a, contrairement aussi à ce qu'on dit, bon, il continue également à être un pays de transit, hein, et donc il y a toujours encore des départs. Et le Maroc est touché par, est également concerné dans la mesure où c'est un des pays qui est le plus concerné en fait au niveau de l'Ouest, au niveau de la route. Donc voilà, il y a cet aspect. Et puis également, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour le Maroc en tant que tel, puisque l'Union européenne a prévu un plan d'action par pays pour introduire leur politique migratoire dans l'ensemble des relations avec ces pays, en utilisant les relations, les politiques commerciales, financières, en utilisant l'aide au développement, en utilisant comme moyen de chantage, par exemple, les visas, l'octroi des visas, les bourses, etc. Le dialogue politique, tout est bon pour... alors, dans ce plan, il y a essentiellement faire en sorte que le Maroc signe le fameux accord général de réadmission avec l'Union européenne. Je rappelle qu'il ne consiste pas simplement dans le retour ou la réadmission des Marocains qui seraient entrés de manière irrégulière en Europe, mais qui seraient également devenus de manière irrégulière en Europe, qui étaient en situation légale, et puis, bon, à l'occasion du changement d'une loi, lorsqu'on constate, par exemple, que pratiquement tout nouveau ministre de l'Intérieur dans un des pays européens, quand il vient avec dans sa poche une nouvelle loi. Et c'est de plus en plus restrictif. Mais ça ne concerne pas uniquement les ressortissants marocains, mais tous ceux qui auraient transité par le Maroc. Alors on sait que le Maroc a toujours refusé de signer cet accord général de réadmission. L'Union européenne, elle l'a toujours placé dans le cadre de réadmission contre facilitation des visas.
Le Maroc a toujours refusé, mais l'Union européenne, elle persiste et elle signe. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le, le pacte européen donne beaucoup d'importance à Frontex, donc l'agence des frontières extérieures, des gardes-côtes et de gardes-frontières. Et on veut qu'il y ait un plan de travail, que le Maroc souscrive un plan de travail avec Frontex. Évidemment, on peut toujours jouer sur les mots en disant qu'il n'y a pas encore un accord de travail, mais lorsqu'on constate un petit peu le contenu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de communication sur ce plan-là, durant la dernière réunion euh, qui a eu lieu en décembre à Rabat, entre les deux parties, je pense que l'on retrouve maintenant pratiquement tous les éléments constitutifs, en quelque sorte, ou les ingrédients de ce plan de travail qui ne dit pas son nom. Et puis également, bon, l'Union européenne, elle veut qu'il y ait un renforcement de la coopération avec toutes les agences de l'Union européenne, quelles qu'elles soient, avec Frontex, avec Europol, avec bon, et également le comment dire, la coopération doit être renforcée avec l'agence maintenant qui s'occupe essentiellement de l'asile. Alors, ce qui est intéressant de noter sur ce plan-là, c'est elle a changé d'appellation et comment dire, ses prérogatives ont été changées depuis 2 ans. Mais là, on n'a pas attendu l'accord global au niveau du pacte, mais cette réforme, elle est déjà entrée en application au niveau de ça. Donc il y a toute une série d'éléments, avec en plus le Maroc, il rentre dans le cadre des routes migratoires, il est concerné, seulement au niveau de la Méditerranée occidentale, et également avec tout ce qui se passe par rapport aux îles Canaries, par rapport au Sénégal, par rapport à la Mauritanie. Donc, on se dirige essentiellement vers un contrôle plus strict, faire en sorte qu'il y ait le moins de sudistes, en quelque sorte, qui se rapprochent de l'Europe. Voilà, ça c'est la grande, le grand objectif. Au même moment, évidemment, bon, l'Union européenne, évidemment, dans une démarche utilitariste, elle n'oublie pas qu'elle a besoin, à la fois pour des raisons démographiques, en particulier, qu'elle a besoin de cadres, elle a besoin de compétences, elle a besoin de talents, et par conséquent, en matière de l'encouragement au niveau de la migration légale, ne consiste pas, par exemple, à élargir l'octroi des visas aux membres des familles pour encourager réellement la circulation des personnes, mais ce qu'il vise, c'est essentiellement de pomper, d'attirer les talents. Et là, il y a le Maroc, déjà, la Tunisie, l'Égypte, qui sont déjà des pays nominés, hein, puisqu'on les a pris comme pays pilotes, et le Maroc s'est déjà préparé dans ce sens, puisque le ministère qui s'en occupe, c'est essentiellement le ministère, disons, de l'emploi, pour faire vite, c'est le ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, etc., etc. Bon, ils ont conçu, inventé entre guillemets, ce qu'ils appellent nationale, la stratégie nationale de mobilité professionnelle internationale.
c'est une manière pudique de parler d'exportation de cadres, d'exporter des talents. Voilà. Et sur ce plan-là, la seule solution que les responsables ont trouvée, quand on entend parler par exemple le ministre de l'enseignement supérieur, ou bien le ministre de la Santé, etc., ils disent, bon, pour faire face à la pénurie d'ingénieurs, de médecins, etc., on ne va pas contrôler. Il ne s'agit pas d'améliorer la situation pour que les gens n'aillent pas. Et ça c'est difficile. Ils le reconnaissent. Tout ce qu'ils proposent, c'est de former plus. Former plus pour exporter plus. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que le Maroc est interpellé. Le Maroc est interpellé encore plus parce que c'est toute l'Afrique qu'il est, étant donné sa place, son statut. L'autre élément que je voudrais également ajouter, c'est le fait que l'Union européenne compte sur la position du Maroc, sur son statut au niveau de l'Afrique. Il considère comme pays d'entrée et il compte sur lui pour l'associer dans le cadre d'une coopération triangulaire. L'Union européenne n'agit pas directement vis-à-vis des, vis-à-vis des pays africains, mais elle se sert un peu du Maroc parce qu'il a bonne presse, il a des relations, il y a des progrès dans le cadre des relations commerciales, politiques, etc., etc., pour l'incorporer évidemment dans le cadre de la politique européenne. Alors là, évidemment, ça flatte un peu l'ego. Hein, le, le Maroc devient puissance régionale sur ce plan-là, et donc le Maroc va avoir un rôle spécifique, un rôle supplémentaire euh, en matière à la fois de politique d'externalisation des politiques européennes, et donc qui font le jeu des pays européens. Voilà. Donc ça nécessite évidemment un débat, non seulement en Afrique, compte tenu du fait que le Maroc joue à travers le souverain le rôle de leader dans le cadre de l'Union africaine, leader en matière de migration. Voilà. Pourquoi pas un sommet africain qui serait consacré spécifiquement à ça, pour avoir dans le prolongement de ce qu'avait présenté le Maroc au niveau de l'agenda africain sur la migration. Voilà. Et donc, pour essayer de voir comment réagir par rapport à, à ce qui nous attend, étant donné le fait que je crois que maintenant, après, il y aura pratiquement une pression médiatique, politique, diplomatique au niveau de l'Union européenne. Ils n'attendent que ça. D'ailleurs, en l'absence même d'accord, lorsqu'il y avait des désaccords, euh, par exemple en matière d'asile, etc., les pays européens étaient d'accord concernant leur position. Ils avaient la même position par rapport aux pays tiers. Donc ça, par rapport aux pays africains essentiellement, voilà. Et euh, il faudrait faire en sorte, évidemment, au niveau marocain, on est concerné parce que euh, la politique, ce qu'on a appelé la nouvelle politique migratoire du Maroc, il y a maintenant à peu près 10 ans, bon, euh, il faut qu'elle continue réellement, parce qu'on a constaté que au niveau des administrations concernées, des institutions, pratiquement, elles ont toutes levé le pied. Il y a un plus grand retour du sécuritaire sur ce plan-là.